Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Alors aujourd'hui, je vous ramène en janvier 2023 et je vous parle de table des matières, de construction d'univers, du début de mon roman de fantasy, de description de personnages, d'enjeux, de dramaturgie, de fin, de regard d'éditeur, de précipitation et je vous fais part d'une grande révélation par rapport à l'Inde de Swaraj. Bonne écoute à vous! Le samedi 21 janvier 2023, j'avais juste envie de vous décrire un de mes documents pour vous donner un petit peu une idée de ce que je mets dedans, qui s'appelle « Être et idée de mon univers ». Maintenant, j'ai pris l'habitude, au début de chaque document, ou presque, de faire des tables de matière. Ça me permet de naviguer plus vite dans mon document, c'est quand même vachement pratique, ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps, et je pense que ça m'a fait perdre pas mal de temps. Donc, il y a les rites et coutumes de mon univers chez les humains et chez les différents peuples. Donc, chez les humains, on va trouver le baptême, le mariage et le rituel du deuil, en gros. C'est vraiment les trois pans qui sont un peu universels partout dans le monde, qu'on retrouve dans toutes les cultures. Après, j'ai mes autres peuples, et ça, il faut aussi que je définisse leurs rituels. Et ça ne sera pas forcément les mêmes. Après, il y a aussi le rite du passage à l'âge adulte qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Donc ça, c'est quelque chose que je peux ajouter, par exemple, chez mes autres peuples, et qu'il n'y a pas forcément chez les humains, etc. Après, j'ai une partie qui s'appelle objets, lieux et magie. C'est tous les objets qui ont une importance dans mon univers, les lieux aussi qui peuvent avoir une importance, et des magies qui peuvent servir mon univers, qui sont autres que les magies dont se servent les personnes qui en sont dotées. Ensuite, il y a peuple de l'émusie, donc là je définis un petit peu tous les peuples qui existent, il y en a pas mal, et je donne leurs caractéristiques, dans quels endroits ils vivent, de quelle manière, qui sont-ils, quels sont leurs pouvoirs s'ils en ont, d'où ils viennent, etc., etc. Ensuite il y a les personnages. Je ne sais pas si je vais les remettre dans ce document, c'est peut-être pas utile étant donné que j'ai déjà un autre document avec tous mes personnages et leur biographie. Et je pense que ce que je vais rajouter dans le document des personnages, non seulement je vais mettre leur biographie, je vais mettre aussi au début leur description physique, ce que je n'ai pas forcément fait, parce qu'en fait moi j'avais besoin de savoir leur vie pour les connaître. Donc j'ai plutôt axé là-dessus, et je vais mettre aussi leur objectif au tout début de leur description. Parce qu'en fait, ce qui donne du corps à un personnage, c'est quand on sent qu'il a un objectif, c'est-à-dire qu'il avance dans une direction bien précise. Et puis après, c'est bien qu'il ait une histoire, parce que c'est ce qui lui donne de la profondeur. C'est son histoire qui fait qu'il est celui qu'il est, donc moi je mets pas forcément ses qualités et ses défauts, parce que ça peut évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Après, ce qu'on peut rajouter pour chaque personnage, c'est son arc narratif, comment il va évoluer. Ça, je le fais pas forcément non plus, j'avoue. Je sais pas pourquoi. Parce que de toute façon, à partir du moment où il nous arrive des choses, on évolue forcément, quoi. Donc ça va être ce qui va se passer dans la vie du personnage, il va réagir par rapport à ce qu'il est, et ça va le faire évoluer de façon automatique, me semble-t-il. Pas besoin de le prévoir à l'avance. Même moi, j'ai envie d'être surprise de l'évolution de mes personnages. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant dans le premier jet de mon roman, c'est-à-dire que moi, mes personnages ont des réactions des fois un peu inattendues, et puis finalement, je trouve qu'ils ont une certaine logique, et du coup, c'est assez compréhensible, et puis de toute façon, en tant qu'humain, on réagit jamais de manière logique, enfin, pas toujours en tous les cas. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des fois des réactions un peu incongru, genre par exemple, il serait malvenu de rire à un enterrement, sauf que ça peut arriver d'être pris par un fou rire, voilà. Typiquement, ça, ce sont des comportements humains. Pareil, de rigoler quand quelqu'un se casse la gueule, se fait très mal, et de pas arriver à se calmer. Enfin, il peut y avoir plein de comportements pas vraiment prévisibles, mais qui peuvent rendre un peu plus vraisemblables. Il y a aussi les fonctions. Comme nous, on peut avoir des métiers chez nous. J'ai envie de déterminer un petit peu quelles sont les fonctions de chacun, qui fait quoi, quelles sont les tâches de chacun. Les administrations aussi, comment ce monde est géré. Donc ça, c'est aussi très important. Après, j'ai tout mon système magique que je suis en train d'élaborer. Donc ça qui est aussi très important, avec mes différents pouvoirs. Ensuite, il y a les prénoms de mon univers. En fait, j'ai envie de trouver des prénoms qui ont des significations, qui ne sont pas forcément occidentaux. Donc ça, il va falloir que je me renseigne un petit peu là-dessus. Je peux prendre des noms un petit peu de toutes les cultures du monde. La vie quotidienne dans mon univers. Donc là, pareil, chez les différents peuples, chez les humains et les autres peuples qui constituent mon univers. Et je termine avec une partie où c'est idées et possibilités d'intrigue. Donc là, je note un petit peu toutes les idées qui me viennent. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ma façon de m'organiser. Ça peut vous donner des pistes de votre côté, que ce soit pour un roman de l'imaginaire ou pour tout autre roman, en fait. Je pense que c'est important de trouver son organisation de travail pour avancer de façon plus efficace sur son écriture.
Je ne sais absolument pas comment j'ai commencé à écrire mon roman de fantasy. Je sais que c'était à la suite de la lecture d'Harry Potter, ça m'a donné envie de me lancer dans ce genre-là. Et à la suite de ça, je ne lisais plus que des romans de fantasy, justement pour me renseigner sur le genre, parce que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que ce genre de littérature existait, à vrai dire. Puis après, ça a beaucoup évolué, parce que c'est vrai qu'au départ, mon héros était orphelin et il était l'élu. Pour faire dans le cliché, je crois que j'étais bien là. Bon, ça a beaucoup changé. Je crois qu'il y a des scènes qui ont dû me venir au tout départ, un peu des atmosphères, des ambiances. Et puis j'ai aussi essayé de chercher un début intriguant. Et donc mon roman commence avec la disparition mystérieuse de la mère de mon personnage alors qu'elle est dans le coma. Et que rien n'indique qu'elle s'est réveillée. Il n'y a aucune raison qui pourrait expliquer sa disparition. Et je me dis qu'une disparition, c'est toujours intriguant. On a envie de savoir ce qui va se passer, surtout si c'est quelqu'un de proche du héros. Donc c'est comme ça que ça commence. Et de là, on plonge dans un univers parallèle que mon héros, comme le lecteur, va découvrir. Mais le but, c'est pas la découverte de l'univers, quoi. J'ai pas envie de faire un récit de voyage dans mon monde imaginaire. Il y a vraiment une histoire avec une intrigue, avec des personnages hauts en couleur. Non, pas forcément, mais en tous les cas, j'ai envie d'avoir des personnages qui soient forts. Les biographies que j'ai écrites, pour la plupart d'entre eux, franchement, ça donne du relief. Ça m'inspire bien. J'ai bien envie aussi de dessiner un peu autour de mon univers, autour de mes personnages, parce que ça, c'était quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais petite. Je dessinais mes personnages pour avoir une idée précise de ce à quoi ils ressemblaient, et même je découpais dans les magazines, dans les catalogues, des images de personnes qui pouvaient éventuellement ressembler aux personnages de mes romans. Et j'en faisais des carnets en mettant le nom de mon personnage en dessous, ça me permettait de mieux me projeter. Je pense que c'est intéressant aussi de faire ça pour avoir des descriptions plus précises. Quand on n'a pas une idée précise de son personnage, on va peut-être décrire la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la couleur de son teint, et puis après, on va s'arrêter là. Ça va pas chercher bien loin. Alors que quand on a une idée très précise de son personnage, quand on l'a bien en tête, on peut vraiment creuser la forme de ses yeux. Est-ce qu'il a des yeux globuleux ou plutôt enfoncés dans leurs orbites? Est-ce qu'il a les paupières tombantes? Est-ce qu'il a le regard vif? Est-ce qu'il a une bouche étiré, est-ce qu'il est toujours un peu mal rasé, est-ce qu'il a des cicatrices, Enfin, il y a une myriade de possibilités auxquelles on ne pense pas forcément si on n'a pas le personnage bien en tête. Alors moi, le fait d'avoir des visuels, ça m'aide. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Et j'ai bien envie de m'y remettre. Bon, sauf que je ne sais pas du tout comment faire rentrer la peinture ou le dessin dans mon planning, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de reprendre. Je viens d'avoir une révélation par rapport à l'Inde de Suraj. J'ai compris ce qui marchait pas. En écoutant un podcast d'écriture, dont je vous mettrai les références dans la description de l'épisode. C'est la première fois que j'écoute ce podcast. Dans son épisode « Qu'est-ce que c'est une bonne histoire ?», elle reprend l'exemple d'un pitch. Et en étudiant ce pitch, qui certes est très classique, le pitch dont elle parle, c'est un idéaliste vit isolé dans une modeste ferme, hérité de ses parents, et il est criblé de dettes, et en gros, il se bat pour pouvoir préserver son bien. En gros, je vous fais le résumé, ce sera mieux d'aller l'écouter, elle en parle beaucoup mieux que moi. Et même si ce pitch est extrêmement classique, il nous parle tous, parce qu'on a tous la peur de se retrouver à la rue. On comprend l'importance que c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête. On sait quel attachement on peut avoir aussi par rapport aux objets, par rapport à une habitation, un bien qu'on a hérité de ses parents. Et puis on est aussi attaché à son mode de vie. Donc quand on risque de perdre son toit, on risque aussi de devoir changer de mode de vie. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dans ce pitch-là qui parlent à tout à chacun. Et en gros, s'il n'atteint pas son objectif qui est de préserver son bien, il va se retrouver à la rue ou dans toute autre circonstance tout aussi dramatique. Et c'est ce qui fait tout l'enjeu de l'histoire, qui fait que de prime abord, on s'y attache. Et moi, il n'y a pas d'enjeu. En fait, l'objectif de mon personnage, Olivia, c'est de réaliser un film sur les rites amoureux d'une tribu pour comprendre un peu mieux ce qu'est l'amour. Mais si elle réalise pas ce film, elle perd rien. Et c'est là où ça pêche. C'est là où mon histoire n'a pas d'enjeu dramatique. Qu'elle termine ou non son projet, elle n'a rien à perdre. Ça ne change strictement rien pour elle.
Et c'est là où, clairement, ça peut pas marcher. Donc en fait, il faut que je comprenne qui elle est, pourquoi elle part en Inde, et pourquoi ce projet a tellement d'importance pour elle. Et là, il va falloir que je travaille sur la backstory de mon personnage. De toute façon, je sentais bien que c'était là où ça pêchait. Parce que comme ce personnage est inspiré de moi et de ma vie, forcément, moi, j'ai pas une vie avec de multiples rebondissements. Donc il faut que j'extrapole un peu et puis que je creuse. Qu'est-ce qui a pu lui arriver pour que ce film qu'elle veut réaliser en Inde soit la chose la plus importante pour elle? Là, il va falloir que je travaille là-dessus. Je sais pas, elle pourrait avoir une histoire en Inde. Peut-être qu'un de ses membres de sa famille a disparu là-bas. Elle part sur ses traces, parce qu'elle a besoin de se trouver. Enfin bon, après, il y a plein de pistes à explorer. C'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Je pense que ça sert à rien, en fait, de travailler, retravailler, retravailler mon texte, tant que j'ai pas une idée précise de qu'est-ce que peut être l'enjeu de l'histoire. Je pense que c'est vraiment là où se situe le problème de mon roman. Et je vois bien, là, par exemple, dans les livres que je suis en train de lire en ce moment, mon roman de fantasy, l'enjeu du personnage est toujours très clair. Déjà, il s'agit toujours d'une question de vie ou de mort, donc on ne peut pas trouver un enjeu plus fort que celui-ci. Mais sans pousser à cet extrême, on peut quand même dramatiser une situation un peu plate au préalable. Ça me fait tellement du bien d'avoir trouvé le problème de mon roman. Bon, c'est un peu con, j'ai payé un diagnostic éditorial pour rien, parce qu'ils vont sans doute me dire la même chose. Et s'ils ne le voient pas, dans ces cas-là, c'est qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. En plus, je le sais, ça. Je le sais, je connais quand même très bien la dramaturgie. J'ai fait des études de cinéma. J'ai participé à des concours, alors certes que je n'ai pas eu, mais que j'ai quand même frôlé de réussir. Franchement, mais c'est fou quand même. Je lis depuis des plombs, je regarde énormément de films, j'étudie le scénario. Enfin, je me suis tellement penchée sur la question de la dramaturgie. Je connais les règles. Et je suis incapable de les appliquer pour mes propres histoires. C'est fou, Vous vous rendez compte, il m'a fallu 6 ans avant de comprendre c'est quoi le problème de mon roman. Parce que le souci, c'est qu'à chaque fois, je me disais, non, il y a un truc qui marche pas. Bon, ça marche pas. Alors, je relisais mon texte, je prenais des notes, je notais tout ce qui ne pouvait pas marcher, donc je travaillais mon texte en fonction de ce qui ne pouvait pas marcher. Et puis, en fait, comme j'avais pas trouvé l'essentiel de ce qui ne pouvait pas marcher, toutes mes réécritures, alors certes, elles ont sans doute servi à améliorer mon texte, mais je tournais autour du pot, j'allais pas à l'essentiel. Donc je pouvais continuer comme ça pendant des années. Il faut que je trouve un enjeu. Qu'est-ce qui se passe si mon personnage n'arrive pas à atteindre son objectif? Qu'est-ce qu'elle perd? Pourquoi elle part en Inde? Pourquoi elle veut réaliser ce documentaire? Moi, elle voulait réaliser ce documentaire pour en apprendre plus sur les rites amoureux autour du monde, pour un peu mieux comprendre ce qu'est l'amour. Enfin, je veux dire... Quel est l'enjeu là-dedans? Oui, c'est intéressant sur le plan intellectuel, mais bon, il n'y a pas d'enjeu. Elle va peut-être un peu mieux comprendre ce qu'est l'amour, mais si elle ne comprend pas exactement ce qu'est l'amour, ça ne va pas changer radicalement sa vie. Après cette révélation fulgurante sur l'Inde de Suraj, j'ai commencé à réfléchir au personnage d'Olivia. Comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle part en Inde pour réaliser ce documentaire, quel est son but là-dedans, pourquoi elle part, pourquoi c'est si important pour elle et quel est l'enjeu là-dedans. Donc là, je brode un peu, parce que évidemment, si je me base par rapport à ma propre histoire, quand je suis partie en Inde en 2014 pour la première fois, c'était la première fois que je partais dans un pays aussi lointain de mon propre lieu de vie, qui est la France, toute seule, avec un projet de documentaire. Mais mon projet de documentaire, moi personnellement, c'était plus un prétexte au voyage. C'est-à-dire que je ne me voyais pas voyager toute seule sans but. J'avais l'impression qu'il me fallait légitimer mon voyage. Bon, sauf que si mon personnage est dans le même cas que moi, son objectif ne peut pas être la réalisation du film, vu que ce n'est qu'un prétexte pour partir. Après, je peux réfléchir à ça, peut-être que le film, en effet, pour mon personnage, ne peut être qu'un prétexte, mais dans ces cas-là, quel est son enjeu? Pourquoi elle veut absolument aller là-bas en Inde? Pourquoi elle veut absolument partir en voyage? Et là, je me dis, il faut surtout pas que je refasse la même erreur que d'habitude, c'est-à-dire, ah putain, ça y est, j'ai eu une révélation, allez, je m'y remets, j'ai réécrit dessus. Non, je vais réfléchir à ça. Je vais essayer d'approfondir ça et je ne retravaille pas ce texte avant d'avoir les retours du diagnostic éditorial de l'école Limo. Parce que si ça se trouve, ils vont peut-être me dire la même chose que moi, ce que je viens de découvrir, mais ils vont peut-être aussi m'apporter d'autres éléments que je n'avais pas forcément vus
Et ça peut être intéressant d'attendre le retour avant de tout retravailler jusqu'à me dégoûter de ce texte, hein. Mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à tirer de ça. La prochaine fois que je travaille l'Inde de Suraj, il faut que j'ai une vision très 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 précise de mon personnage, de sa backstory, des enjeux, de son objectif. Et je pense que là, déjà, je tiendrai le bon bout. Alors après, c'est vrai que je commençais un peu tranquillement parce qu'elle découvre l'Inde. Ça ne veut pas dire que je vais complètement supprimer ça. Je peux me servir peut-être de la situation initiale pour présenter mon personnage un peu perdu dans cet univers qu'elle ne connaît pas et où elle met les pieds pour la première fois. Il faut qu'on sente qu'elle n'a pas l'habitude de sortir de sa zone de confort, que l'Inde lui fait peur, qu'elle avait envie un peu aussi de se tester elle-même, de dépasser ses frontières, de sortir de sa zone de confort, tout ça. Ça n'empêche pas quand même d'avoir une situation initiale de quelques pages pour quand même dresser un tableau de mon personnage dans quel contexte le lecteur démarre. Mais il ne faut pas non plus que ça traîne trop parce qu'il faut qu'on sente quand même dès le prime abord qu'il y a une intrigue. Et peut-être que du coup, par rapport à cette révélation, la fin que j'ai choisie n'est peut-être pas celle qu'il faut en effet. C'est vrai que j'ai l'impression, et ça c'est un reproche que j'avais eu par ma prof de français, que la fin n'est pas en rapport avec le début. Et je comprends assez bien ce qu'elle veut dire. Ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir. Il faudrait que je liste un petit peu les choses sur lesquelles je dois réfléchir. Et essayer de creuser. Qu'est-ce qui me gêne ? Pourquoi ça me gêne ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça ? Pour changer ça ? Quels sont les potentiels enjeux ? Je ne suis pas obligée d'en choisir un et puis dire... Parce que là, tout de suite, j'ai voulu réfléchir à mon personnage, à quels pourraient être ces enjeux. Alors j'ai imaginé que c'était une fille qui un peu se cherchait dans la vie, un peu paumée, tant sur le plan sentimental que professionnel, qui sait pas trop où elle va, qui va d'échec en échec, tant sur le plan professionnel qu'amoureux, et qui du coup cherche un peu un sens à sa vie, cherche à trouver sa place. Et donc après, j'ai inventé un peu une prémisse à mon roman, avant que le roman commence. Peut-être qu'il y a un producteur qui l'attend pour ce projet, que ça pourrait lancer sa carrière. Du coup, ça serait l'accomplissement de son rêve, etc. Enfin voilà, mais pour l'instant, c'est un peu flou tout ça, donc faut que j'explore plus et puis peut-être trouver d'autres pistes. Je suis peut-être pas obligée de m'arrêter à la première idée que j'ai eue. Il y a peut-être des idées un peu plus intéressantes. Faut que je creuse un petit peu. Le dimanche 22 janvier 2023. J'ai beau passer des heures chaque jour sur mon roman de fantaisie, j'avance pas très vite, il me reste un nombre incalculable de choses à faire. J'ai commencé la réécriture hier, durant 25 minutes à peu près, et j'ai avancé de 3 pages. Donc, en référence à ma vitesse de réécriture, je me suis fixé un rétro-planning qui m'emmenait vers le 2 mars, le temps de terminer la réécriture de tout le tome 1. Bon, c'est un peu aléatoire parce qu'en même temps, je sais qu'il y a des passages qui peuvent prendre plus de temps à réécrire et puis il y a les passages de la fin que je n'ai pas encore écrits. La preuve en est aujourd'hui, puisque là, j'ai travaillé aussi sur 3 pages, ça m'a pris plus de 2 heures de travail. J'ai travaillé sur la même longueur de texte, mais dans 5-6 fois plus longtemps. Donc bon, je ne sais pas du tout ce que vaut mon rétro-planning, mais je me suis fixé la deadline du 2 mars pour essayer de terminer ce premier jet du premier tome. Je considère que c'est un premier jet, même si c'est pas vraiment le cas. Il y a des passages qui vont vraiment être un premier jet, et puis en fait, je reprends très très peu de choses de mon ancienne version, qui est terriblement mal écrite. En parallèle, je trie mes notes, je constitue un univers qui prend de plus en plus d'ampleur. Dès que j'ai des nouvelles idées, je les note, je les analyse. Le plus difficile dans ce cas, c'est de faire des choix. Par exemple, je me demande là l'âge d'un personnage. Je me demande si ça doit être la grande ou la petite sœur d'un autre personnage. Parce que ça influencerait beaucoup déjà de sa personnalité et son âge déterminerait la famille qu'elle a et l'âge qu'elle a quand Raphaël la rencontre. Raphaël, c'est mon personnage. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je dois trancher et puis j'hésite. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé un nouvel élément aussi que je trouve plus intéressant que ce que j'avais mis en place au départ. Donc, il faut que je remodifie le début de mon texte. Dès que j'ai de nouvelles idées qui me viennent et que ça me semble mieux que mes anciennes versions, mes anciennes idées, je modifie. Mais du coup, ça m'oblige parfois à réécrire certains passages parce que ça ne correspond plus aux nouvelles idées que j'ai. Mais en même temps, je me dis, c'est toujours mieux de faire avec les dernières idées qu'on a eues qui nous semblent mieux, parce que ça veut dire que les lecteurs ne les auront peut-être pas eues à la première lecture.
Au vu de tout ce qui me reste à faire, je me demande combien de temps ça va mettre avant d'écrire ce roman. En même temps, ça me pèse pas du tout ce travail. J'adore faire ça. Après, je vais sans doute être amenée à retravailler d'ici 1 mois. Je vais peut-être avoir moins le temps, c'est même pas peut-être, c'est sûr que j'aurai moins le temps d'écrire. J'espère que j'arriverai quand même à avancer vite sur ce projet. Quand je vois que j'avance, moi ça va, hein. C'est pas grave si j'avance pas aussi vite que j'aimerais. Ce qui me frustrait un peu l'année dernière quand je travaillais sur mes projets, c'est que vraiment je pouvais pas tirer plus d'1 heure le matin pour écrire. Et 1 heure c'est vraiment peu. Ou alors il aurait fallu que je me lève aux aurores à 4 heures du matin. Et à un moment, en fait, moi j'ai aussi besoin de sommeil. Si j'ai pas fait une nuit complète, je suis pas très efficace dans ma manière d'écrire. Donc ça va pas non plus. À un moment, le café ne suffit plus à me tenir en éveil. Donc j'espère que ce nouveau travail me permettra d'avoir des horaires un peu plus flexibles, qui me laisseront un petit peu une marge de manœuvre le matin pour travailler sur mon texte. Il faut vraiment que je trouve un travail qui me permette de garder une place importante à l'écriture. Là est toute la difficulté. Du coup, j'ai beaucoup de mal à m'investir dans des nouveaux boulots parce que moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est mon écriture. Ce que personne comprend, évidemment, hein, puisque quand on sait le peu de gens qui peuvent vivre de leur plume, on se doute bien que la plupart des gens estiment que c'est impossible d'en arriver là. Il y a une autre chose aussi qui rentre en jeu. Moi, j'ai eu un parcours professionnel très atypique, ce qui fait que j'aurai sans doute très peu de retraite, voire pas du tout. Et donc, je dois trouver une autre manière de pouvoir gagner ma vie. Je ne me vois pas devoir répondre aux ordres d'un patron toute mon existence jusqu'à ma mort. J'ai essayé de faire des boulots qui me plaisaient. J'ai eu beaucoup de périodes de chômage. Donc, il faut aussi que l'écriture devienne une source de revenus pour me permettre d'envisager ma vieillesse sereinement. Parce que si j'écris et si c'est l'activité qui me permet de gagner ma vie, je peux faire ça jusqu'à ma mort, ça me posera aucun problème, au contraire. Depuis que j'ai eu cette révélation concernant l'Inde de Suraj, je n'ose plus envoyer mon texte en maison d'édition. Bon, je dois quand même vous avouer que ça fait quand même quelques temps que je n'envoie plus mon texte en maison d'édition, non parce que je ne veux pas le faire, mais parce que je procrastine à fond. Ça fait 1 mois que mon manuscrit imprimé et relié est posé sur la commode dans le hall d'entrée, prêt à être envoyé en maison d'édition. J'ai plus qu'à modifier un petit peu la lettre d'accompagnement qui ne me satisfait pas telle qu'elle est écrite, la réimprimer, bon, sachant que mon imprimante vient de tomber en rade et il faut que j'aille l'imprimer à l'extérieur, donc ça me pousse encore à retarder l'échéance, mais ça fait plus d'1 mois qu'il est là et je ne l'ai toujours pas envoyé. Et là, le fait d'avoir eu cette révélation par rapport au dysfonctionnement de mon roman, je me dis que c'est peut-être pas Voilà, il faut pas que je l'envoie. Et en même temps, d'un autre côté, je me dis, mais franchement, un éditeur, il le voit tout de suite, là, si l'enjeu, il est pas clair ou s'il n'y a pas d'enjeu. Ça suffit à le détourner d'un texte ? Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent interpeller son attention ? C'est vraiment la question que je me demande, quoi. Soit il se dit, oh non, c'est trop fouillis, ça part dans tous les sens, je comprends pas où elle veut m'emmener, ça me gave. Bon, d'accord, j'entends. Soit quand même, il se dit qu'il y a quand même une écriture, parce que j'ai quand même l'impression d'avoir fait un bon travail au niveau de mon style d'écriture, mais peut-être que je me trompe complètement, parce que par manque d'expérience, je n'ai fait que reproduire les erreurs de tous les débutants, peut-être. Et puis je me dis aussi que ce qui décide un éditeur à publier un livre ou non, c'est que le sujet peut lui parler, et que la manière dont il est traité peut lui parler aussi. Après, si c'est traité de façon maladroite, il peut voir les pistes de retravail. Donc peut-être qu'ils estiment que, au vu de l'état de mon manuscrit, il y aurait trop de choses à remanier et que ce serait trop de boulot. Et peut-être aussi, je crois que je précise dans mes lettres d'accompagnement que ça fait quand même longtemps que je suis dessus. Peut-être qu'ils s'imaginent que je suis pas prête à retravailler mon manuscrit. Pourtant, il me semble quand même que je précise que je suis prête à revoir tout mon texte avec eux. J'arrive plus à l'envoyer en maison d'édition, tout simplement parce que j'y crois plus tellement. Je sens qu'il lui manque quelque chose, et c'est pas par perfectionnisme que je dis ça, hein. La preuve en est par rapport à la révélation que j'ai eue hier, hein. C'est ça qui lui manque. Je pense qu'une fois que j'aurai éclairci ce point-là, bon, après il faudra quand même le réécrire, hein. Mais déjà il se retrouvera largement amélioré.
il est vraiment bancal au niveau de la construction. Je le sais depuis le début. Et puis plutôt que de m'arrêter là en me disant « Bon, c'est quoi qui ne va pas dans la construction ?» J'ai quand même un peu cherché. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour éviter de perdre tout ce temps-là ? Parce que je reprenais depuis le début, je me disais « Bon, alors c'est quoi ma situation initiale ? C'est ça. Mon incident déclencheur, il n'y en a pas. » Mais après, j'ai vu que c'était possible qu'un incident déclencheur ait eu lieu avant le début du roman. Alors je me suis dit « Moi, c'est ce qui s'est passé. » J'étais très claire avec ça. L'objectif de mon personnage, c'est là où il était un peu flou, en fait. Depuis le début, il est un peu flou, j'oscille entre deux. Et puis, j'avais pas bien compris ce qu'était un objectif de personnage. Pour qu'on puisse y croire et pour qu'un lecteur se sente proche du personnage qui a cet objectif, c'est qu'il faut qu'il y ait un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas un vrai objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça ne change rien que le personnage atteigne ou non son objectif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu et donc il n'y a pas de conflit et donc il n'y a pas d'intérêt, il faut trouver un autre objectif. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas clairement compris. Là, ça m'apparaît de manière évidente, mais jusqu'à présent, c'était pas clair dans ma tête, ce truc-là. Pour qu'on soit avec lui, pour qu'on s'identifie à lui, il faut qu'on se dise, il faut qu'on ait conscience des risques qu'il prend s'il n'atteint pas son objectif. Après, ça ne veut pas dire que l'histoire doit se terminer quand le personnage a atteint son objectif. Il peut trouver autre chose en cours de route. Je pense que l'erreur que j'ai faite avec l'Inde de Suraj, c'est que je me suis précipitée pour écrire mon histoire sans vraiment réfléchir à sa structure globale. Quand j'avais lu mon carnet de notes par rapport à mon voyage en Inde, je l'avais lu comme un roman parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir tous les ingrédients d'une bonne histoire, et ça, je le pense toujours. Et plutôt que de réfléchir à ce que je pourrais en faire en termes d'histoire, en termes de dramaturgie, je me suis tout de suite attaquée à l'écriture en essayant de modeler un petit peu à ma sauce toutes les scènes, tout ce que j'avais pu vivre moi en Inde pour en faire un roman de fiction. Et je pense que je m'y suis vraiment pris de la pire des manières qui soient. J'aurais dû prendre du recul. Moi, je pensais que j'avais déjà pris assez de recul parce que c'était une histoire qui était arrivée en 2014 et quand j'ai vraiment commencé à écrire, c'était début 2017, donc ça faisait déjà un peu moins de 3 ans que c'était arrivé, donc j'avais eu le temps quand même de digérer les choses, etc. Mais étant donné que c'était du matériau autobiographique, il fallait que je prenne du recul d'un point de vue synthétique. Et moi, je suis tout de suite partie dans quelque chose de beaucoup plus analytique, et ce qui fait que je me suis perdue. J'ai beaucoup tourné autour du pot, et c'est ce qui fait que j'ai travaillé énormément de temps sur ce livre sans arriver à l'amener à une forme satisfaisante. Aujourd'hui, si je retravaille sur mon texte, il faut que je réfléchisse mon histoire en termes d'objectifs. C'est-à-dire que mon personnage, quand il arrive en Inde, il a un objectif précis avec des enjeux clairs. À partir de là, il faut que chaque scène soit pensée à travers cet objectif. C'est-à-dire qu'Olivia débarque en Inde. Certes, le contexte de l'Inde est déstabilisant. Donc forcément, elle va peut-être perdre un petit peu de vue au début son objectif. Et puis son objectif, ça va être d'aller rencontrer ce guide, son seul contact en Inde. Donc on va un peu la voir, quelles sont les pérégrinations qu'elle va avoir pour aller jusqu'à sa rencontre. C'est déjà un peu le parcours du combattant, dans un contexte comme peut l'être l'Inde. Donc ce sont les premiers obstacles. C'est l'étranger, l'étrangeté du lieu, etc. Donc ça, c'est les premiers obstacles, parce que un objectif peut être découpé en plusieurs étapes, et elle, sa première étape, c'est d'aller trouver un guide qui va pouvoir l'amener à la rencontre de cette tribu, si jamais son objectif, c'est de faire un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Et une fois qu'elle rencontre le guide, ça se passe beaucoup mieux que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et la suite, je ne peux pas en parler. Et donc, il faut que je pense comme ça, mon histoire. Je vais réfléchir à mon histoire en ces termes, voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense que du coup, je vais élaguer tout de suite les scènes qui sont pas utiles, elles vont jarter. Je vais savoir très clairement quelles sont les scènes que je peux mettre, ou celles qui sont en trop, celles qui ne font pas évoluer l'intrigue, parce que l'intrigue évolue par rapport à comment le personnage avance sur son objectif. Je vais réfléchir à ça tout de suite.
C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message sur mon compte Instagram, @AureliaHorner. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.